Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes bien. Cette semaine on va faire la mécaflux, la mécanique des fluides, donc aussi appelée hydrodynamique, ça dépend des moments, comment on se sent. Juste avant de commencer, je vous rappelle, si vous voulez participer au test de présélection pour les Olympiades, si ça vous amuse et que vous n'avez pas de centre de préparation dans votre lycée, nous on peut vous mettre en relation avec un centre, il suffit d'aller sur notre Discord, et vous verrez dans le chat annonce, il y a un lien vers un Frama que vous pouvez remplir, donc un petit formulaire. Et comme ça, on fait l'inscription pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer le test, c'est une expérience sympa. C'est ouf. On va commencer avec la mécaflux. Notre but, grosso modo, dans cette séance, ça va être d'appliquer les outils de méca que vous connaissez maintenant avant, donc les lois Newton, les trucs comme ça, mais à un nouveau système qui est un fluide. Donc les fluides, c'est soit les gaz, soit les liquides. C'est tout ce qui coule globalement, hein, tout ce qui n'a pas une forme bien définie à l'équilibre. Et l'enjeu, d'abord, ça va être d'essayer de comprendre un peu comment est-ce que ça va se comporter un fluide par rapport à un solide, comment est-ce qu'on peut utiliser nos outils de la méca, comment est-ce qu'on peut décrire en fait déjà ce que c'est qu'un liquide, ce que c'est qu'un fluide, pour savoir comment appliquer notre PFD moralement. Donc on va commencer par une partie comme ça, qui servira d'intro, dont le but c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'un fluide essentiellement. Et l'aspect le plus frappant peut-être d'un fluide par rapport à un solide ou un liquide, c'est que c'est un système qui est étendu dans l'espace, qui recouvre plein de points différents, qui occupe un volume fini, etc. Vous ne pouvez pas réduire sa description à juste un point, disons. Comme on fait souvent en méca, quand on considère une balle de tennis ou des choses comme ça, on dit bon bah c'est un point, ça a une position, un x, y, z et peut-être une vitesse, vx, vy, vz. Ça c'est pas possible pour un fluide. Un fluide, c'est ce qu'on va appeler un milieu continu. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on a envie de dire qu'il occupe tout l'espace dans un certain volume. Il n'y a pas de trou dans un fluide. Si vous regardez proche d'un liquide, vous pouvez toujours mettre le doigt à un endroit, et il y aura toujours du fluide à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on va appeler un milieu continu. Et je vais commencer par discuter vite fait de cette approximation. Et donc, je vais commencer par décrire un peu ce que c'est que la mécanique des milieux continus. Comme j'ai dit, c'est assez différent d'une particule, d'une balle, etc. Parce qu'il y a beaucoup de configurations possibles, il y a beaucoup de formes que peut prendre votre liquide, il y a beaucoup de degrés de liberté, en fait, il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait pour le résoudre. Et l'outil principal qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un champ. Donc un champ, qu'est-ce que c'est? Par exemple, un champ de température, c'est vous dites, vous regardez chaque point de votre fluide, et vous donnez la température qui est en ce point-là. Donc en fait, c'est une fonction continue qui vous donne, en fonction de l'endroit où vous regardez, un certain paramètre physique de votre système, donc ça peut être la température, ça peut être la pression, la densité, etc. En ce qui concerne la pression et la masse volumique, c'est des choses qu'on va redéfinir proprement, vous inquiétez pas si vous ne savez pas exactement ce que c'est. Mais donc un champ, c'est une fonction qui représente un paramètre physique du système selon l'espace. Et donc par exemple, vous pouvez avoir le champ de température qui vous donne la température en fonction de x, de y et de z. Voilà. Et l'hypothèse d'un milieu continu, c'est de dire qu'on peut définir des champs sur notre fluide et que ça va permettre de le décrire de manière appropriée. Donc un champ de densité, un champ de vitesse, un champ de température, etc. Ça, c'est pas une hypothèse qui est évidente a priori, parce qu'un liquide à l'échelle microscopique, c'est constitué de plein de particules distinctes et discrètes. Si vous zoomez vraiment beaucoup dans de l'eau, vous allez voir plein de molécules, des molécules d'H2O, qui se cognent un peu les unes avec les autres, vous n'allez pas voir un truc continu. Donc je mets ce problème de côté pour le moment,
mais il faut se souvenir que c'est qu'une approximation de considérer un milieu continu. Maintenant, quel est le genre de questions auxquelles on va vouloir répondre avec un fluide? Je vous ai dit, notre but c'est d'appliquer la méca, mais c'est quoi les problèmes qu'on peut se proposer de résoudre? Globalement, ça va toujours avoir lieu avec des forces. Donc on peut poser la question de comment un fluide bouge, c'est quoi sa vitesse, c'est quoi sa forme, mais on peut aussi poser la question de comment est-ce qu'il appuie sur les parois, comment est-ce qu'il appuie sur un obstacle, c'est quoi la force qu'il exerce quand on projette un jet d'eau contre un mur, ce genre de questions-là. Et pour montrer un exemple concret de ce qu'on va vouloir décrire, je vais vous montrer une petite manip. Enfin, petite manip, c'est un peu mentir. Je vais vous montrer une grosse bête. Donc on va avoir une grosse soufflerie qui va envoyer de l'air dans une tuyère, donc dans un tuyau essentiellement, qui se comprime au milieu et qui se dilate à la sortie. Et tout le long de ce tuyau, on va avoir un certain nombre de petits tubes en U, de petits tubes en verre en fait, dans lequel il y a un peu d'eau. Et à mesure que l'air passe le long de la tuyère, elle va faire bouger les niveaux d'eau dans les tubes. Et notre but, ça va être d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je vous annonce tout de suite, je vous coupe le son, parce que ça fait un bruit affreux. J'espère que vous êtes bien paisible, parce qu'on vient de se prendre genre un décollage d'avion dans la pièce, c'était affreux. Mais je pense que c'est plus impressionnant avec le son. Pour la deuxième fois qu'on la fera tourner, je mettrai un peu le son, histoire que vous ayez juste un petit goût de ce que c'est. Mais donc vous avez vu, quand j'ai activé le passage de l'air, quand j'ai monté la vitesse, tous les niveaux dans les petits tubes sont mis à bouger, et puis à se stabiliser à une certaine hauteur. Et globalement, notre but modeste pour commencer, on peut dire que ça va être de prédire cette hauteur. De savoir à quel point est-ce que le passage de l'air pousse ou aspire les tuyaux d'eau. Bon, pour ça, il y a plein d'étapes à faire. Je vais commencer par revenir sur le point que j'ai soulevé, qu'on a envie de parler d'un liquide comme un milieu continu, mais que si on zoome beaucoup dedans, on se rend compte que c'est des particules discrètes. Donc je vais essayer de discuter un peu de à quel point est-ce que cette approximation est valide, c'est quoi les hypothèses qui viennent dans cette description d'un liquide, et pourquoi est-ce que c'est pertinent la plupart du temps. Donc je vais vous parler de quelques échelles. Pour ça, je vais vous tracer un petit axe, qui est un axe de taille, on va dire. Donc plus je vais vers le haut, plus je considère des objets grands, et plus je vais vers le bas, plus je considère des objets petits. Là, la manip qu'on avait, on avait un tuyau avec donc une grosse tuyère avec plein de petits tubes en dessous. On va dire que c'était de l'ordre du centimètre ou de quelques centimètres, la taille de la tuyère ou alors le diamètre des tubes. Donc on va placer tout ce qui est tuyau, on va dire, par ici. On va dire que c'est de l'ordre du centimètre. Donc toute la méca fluide de notre vie dans tous les jours, c'est autour de ces échelles-là. Peut-être que c'est un peu plus grand, c'est de l'ordre du mètre, je sais pas, la dizaine de centimètres au moins. Mais il y a toute une classe de problèmes qui sont utiles dans l'ingénierie, je sais pas, qui est de comment faire une chasse d'eau dans les toilettes qui marche bien. Ça, mine de rien, c'est un problème de mécaflux, et ça rentre dans ce type d'ordre de grandeur-là. La mécaflux, ça sert aussi à des échelles beaucoup plus grandes. Si vous réfléchissez aux histoires de rivières,
Une rivière, c'est à quelques dizaines de mètres déjà. Et il y a plein de problèmes intéressants avec l'écoulement dans une rivière. Vous pouvez demander à quelle vitesse il va, etc. Mais même comment il influence le passage d'un bateau, comment vous faites marcher une écluse, tout ce genre de questions. Ça, déjà, on est un peu plus gros, on est de l'ordre de la dizaine de mètres, mais les principes fondamentaux, ils vont pas être bien différents. On peut aller encore plus gros, on peut regarder par exemple la météo. La météo, si vous considérez l'océan ou l'atmosphère, ça c'est des systèmes fluides, et c'est des systèmes fluides énormes. Et il faut imaginer les cartes de météo à la télé, si vous voyez un anticyclone, ou même une tornade ou quelque chose comme ça fait de l'ordre de la taille d'un pays comme grandeur. Donc c'est des structures gigantesques. Donc je vais mettre ça un peu de manière abstraite, je vais appeler ça météo. Et vraiment la taille c'est de l'ordre de 100 à 1000 km. Mais encore une fois, à ces échelles-là, la mécaflux elle ressemble à peu près à ce qu'on a à l'échelle normale. C'est-à-dire que si vous faites un tourbillon dans votre lavabo, ça va ressembler grosso modo au tourbillon qu'il y a dans l'atmosphère. En revanche, quand on commence à diminuer dans les tailles, là on trouve des comportements un peu plus intéressants. Par exemple, si vous regardez une bougie, la manière dont brûle une bougie, c'est que vous avez donc la mèche avec la flamme sur la mèche, et la cire remonte dans la mèche pour brûler au niveau de la flamme. En fait, la cire est liquéfiée par la température de la flamme, et peut s'intercaler dans tous les petits interstices de la mèche pour monter. De la même manière que si vous mettez un papier dans l'eau, l'eau va remonter dans les fibres du papier et va se coller un peu au papier, va remonter dedans, ou alors un grain de sucre. Pour moi, c'est l'expérience classique de On n'est pas sorcier. Quand je pense à On n'est pas sorcier, je pense à Jamie qui met un grain de sucre dans l'eau et qui voit la capillarité qui remonte dedans. Et donc ça, on commence à avoir un régime un peu différent. Il ne se passe pas la même chose avec votre tornade qu'avec votre papier dans l'eau. Et donc on va dire autour du millimètre, on peut avoir des effets donc j'ai dit le mot capillarité, des effets capillaires qui interviennent. Ça on va pas les décrire, c'est tout ce qui appartient au monde de la tension de surface, mais c'est bien de noter que ça existe, et que si on va à ces échelles-là, peut-être qu'il y aura des trucs un peu plus compliqués qui se passent que ce qu'on va donner. Donc, capillarité, ça intervient à partir du millimètre à peu près. Maintenant, si je vais tout en bas de l'échelle, je vous ai parlé des molécules d'eau, c'est un peu ça la référence tout en bas, l'échelle microscopique la plus petite qu'on peut imaginer, qui soit pertinente pour ce problème-là. Donc une molécule d'eau, H2O, ça fait en gros 10-10 mètres, donc 1 angstrom. Et vous voyez que si vous comparez la taille d'une molécule d'eau à la taille d'un tuyau, ou même à la taille d'une fibre dans un papier, il y a énormément d'ordre de grandeur entre les deux. Si vous vous restreignez au millimètre, là, il y a 10 puissance 7 entre l'angstrom et entre le millimètre. Donc on comprend que dans ces régimes-là, c'est donné qu'on puisse considérer l'eau ou le fluide en question comme un milieu continu, parce que clairement, vous n'allez pas voir toutes les molécules individuelles, vous allez juste voir une sorte de moyenne d'entre elles, un mouvement d'ensemble. Et donc, vous n'avez pas besoin, c'est pas pertinent de les décrire chacune une par une. Vous pouvez simplement regarder des quantités qui vous semblent varier continuellement dans l'espace, comme la température, ou la pression, ou la densité. Et donc à ce moment-là, le modèle du milieu continu, la notion de champ, devient pertinente. Si on remonte un peu plus, on peut avoir des molécules qui sont quand même un peu plus grandes, et c'est le cas quand on regarde des problèmes biologiques, par exemple. Donc si vous imaginez une cellule dedans, vous avez de l'eau, vous avez des molécules d'eau, mais vous avez aussi des sortes de gros polymères biologiques, organiques. Et ça, pour le coup, c'est des assemblages de pas mal de molécules, et ça peut avoir des tailles, disons, 100 à 1000 fois plus grandes qu'une molécule d'eau, on va dire. Ce qui représente juste 100 molécules d'eau les unes à la suite des autres, quand on y pense. Donc je vais mettre les gros polymères organiques, de l'ordre de 50 nanomètres à 100 nanomètres dans la cellule. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la mécanique des fluides, j'ai déjà mentionné le fait que c'était important pour comprendre la météo, pour comprendre le climat, mais en fait c'est aussi important pour comprendre la vie. Si vous réfléchissez à un corps humain ou à beaucoup de systèmes vivants en réalité,
c'est presque tout le temps des trucs mouillés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, dès que vous entrez dans votre trachée, tout est recouvert de liquide à minima. Et encore mieux, si vous allez au niveau de vos cellules, à l'intérieur de vos cellules, c'est que du liquide. Alors c'est du liquide compliqué, mais c'est que du liquide. Et donc comprendre la mécaflux, c'est un prérequis non seulement pour comprendre comment marche la Terre, mais comment marchent en fait toutes les espèces vivantes qui évoluent dans la Terre. Et donc là, le dernier point que j'aimerais placer sur cette échelle, c'est la taille d'une cellule. Et donc une cellule, alors là c'est pas de la physique, vous n'avez pas besoin de connaître l'échelle de la taille d'une cellule, mais c'est de la culture générale, on va dire. Une cellule, alors selon la taille, ça peut faire de 10 à 100 micromètres. Bon, 100 micromètres, c'est vraiment des très très grosses cellules. Mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc là, si vous regardez dans votre cellule et que vous regardez le fluide qu'il y a à l'intérieur, bah, si votre cellule elle fait 10 microns et que votre polymère il fait 100 nanomètres, il n'y a qu'un facteur 100 entre 100 nanomètres et 10 microns. Autrement dit, vous n'avez que 100 molécules qui tiennent dans la largeur de votre cellule. Et ça commence à pas être beaucoup. Et donc on peut se demander, dans ces régimes-là, si on n'atteint pas un peu la limite de notre hypothèse du continu. Et la réponse est qu'en fait, ça marche quand même bien. Même quand on est dans ces régimes un peu extrêmes-là, on n'a pas beaucoup de molécules dans notre système, on peut quand même faire l'hypothèse du continu. Alors c'est un peu la limite. Il va y avoir quelques erreurs, quelques fluctuations autour de ça. Mais ce qu'on va développer là comme machinerie, c'est quand même super robuste, et ça marche même à des échelles où on pousse un peu les hypothèses qu'on fait. Bon, je trouve que c'est intéressant de vous faire cette petite balade dans les échelles, et c'est bon à retenir aussi, disons plus pour comprendre physiquement ce que vous faites, plutôt que des formules très concrètes. Mais voilà pour ça. Maintenant, on va commencer à parler un peu plus concrètement d'un fluide, et à lister des quantités qui sont pertinentes pour la description du fluide. Donc j'ai déjà dit pas mal des mots avant, de manière un peu informelle, mais les notions de masse volumique, de densité, etc., c'est des choses qu'on va définir proprement, histoire qu'on ait la définition posée à un endroit et que vous bégayez pas si jamais ça arrive. La masse volumique, c'est le plus explicite parce que tout est dans le nom. C'est la masse par unité de volume. Donc grosso modo, si vous voulez définir votre champ de masse volumique, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez un petit bout de votre fluide, vous comptez sa masse, et vous divisez par son volume. Donc c'est pas super compliqué. Rho, c'est la masse sur le volume. J'en profite avec les unités tant qu'on y est, histoire de bien faire toutes les étapes. Généralement, ça s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Faites attention, ça c'est l'unité du système international. Donc si vous faites des calculs et que vous essayez d'harmoniser toutes les unités, de tout mettre dans le SI, et qu'il y a des masses volumiques dedans, si vous utilisez des kilos par litre ou des grammes par litre, ce ne sera pas les bonnes unités. Il faudra se ramener à des kilogrammes par mètre cube. Voilà pour ça. La masse volumique, c'est parlant, parce que c'est très concret comme définition, c'est souvent pas ce qu'on utilise en pratique, on parle plutôt de densité. Et donc la densité, qu'est-ce que c'est ? C'est le rapport de la masse volumique à une masse volumique de référence. Donc par exemple, pour les liquides, la densité, c'est leur masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau. Et donc ça permet de parler un peu plus concrètement de ce qui se passe. Donc si vous avez une masse volumique de 1, enfin une densité de 1, c'est que vous avez la même masse volumique que l'eau. Si vous avez une densité plus grande, c'est que vous êtes plus lourd que l'eau, et vice-versa. Donc disons que c'est plus des définitions qui sont là pour parler, quoi, pour être pratique, que pour être incluses dans les formules. Donc la densité, j'écris c'est ρ sur une certaine ρ de référence. Donc je vous ai dit que pour l'eau, la masse volumique de référence, pour les liquides, la masse volumique de référence c'est la masse de l'eau. C'est pas la même chose pour les gaz. Bon.
parce que c'est pas très pertinent de comparer un gaz à de l'eau. Donc on va dire que la masse volumique de référence, c'est la masse volumique de l'air à température de pression ambiante. Oui, parce que la masse volumique, ça peut dépendre de la température et de la pression. La raison pour laquelle je n'en ai pas parlé pour l'eau, c'est parce que la masse volumique de l'eau, c'est relativement constant. Donc je vais poser ces bouts de vocabulaire-là tant qu'on y est. On dit que l'eau, c'est incompressible, indilatable, c'est-à-dire que sa masse volumique ne va pas changer selon qu'on appuie dessus ou selon qu'on la chauffe. Ça va changer un tout petit peu, mais dans la pratique, c'est relativement négligeable. Et c'est le cas pour la plupart des liquides. Donc incompressible, c'est quand trop ne dépend pas de la pression. Et indilatable, on va dire que c'est quand trop dépend pas de la température. Encore une fois, on reviendra sur la notion de pression bien en détail après. En pratique, si vous êtes devant un exo ou que vous essayez de modéliser une situation, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit votre fluide c'est un gaz, auquel cas il peut se dilater, il peut se comprimer, vous ne pouvez pas utiliser ces simplifications-là. Soit votre fluide c'est un liquide, auquel cas dans 95% des cas, on suppose qu'il est incompressible et dilatable, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question. Ok. Voilà pour la masse volumique, maintenant je vais commencer à parler de pression. La pression, pour comprendre ce que c'est, il faut se rappeler de notre approche assez mécanicienne, assez newtonienne, qui est de dire on essaie de considérer un système et de lui appliquer les lois de la méca. Simplement, notre système, c'est un fluide. Voilà, j'ai commencé à pas mal parler de la description du système. Maintenant, il faut qu'on se lance dans l'énoncé des forces. Et c'est là qu'on va pouvoir définir la pression. Donc qu'est-ce que c'est la pression ? La pression, en quelque sorte, ça va être la force du fluide sur lui-même. Mais c'est pas très bien défini cet énoncé. Donc pour éviter de dire des trucs vagues, on va se ramener à notre arsenal de méca habituel, c'est-à-dire qu'on va poser un système et on va lister les forces dessus. Donc notre système, ça va être un certain volume de fluide. Donc vous imaginez, vous avez votre verre d'eau, vous essayez de regarder le fluide à l'intérieur, et vous vous dites, bon bah je vais considérer un certain blob d'eau dans mon verre d'eau et je vais regarder les forces qu'il y a dessus. Donc ça c'est mon système. Et il va y avoir deux types de forces qui peuvent s'appliquer dessus. Il va y avoir les forces à distance et les forces de contact. Les forces à distance, c'est quoi ? C'est par exemple la pesanteur. Si votre fluide il est dans un champ de pesanteur, c'est le cas dans la plupart du temps quand même, il va être poussé vers le bas, tiré vers le bas, disons. Et donc il va y avoir une force qui s'applique de manière à peu près homogène le long de votre système, et qui va le tirer vers le bas. On va prendre la pesanteur comme exemple, on n'utilisera essentiellement que ça, comme force à distance, mais il faut se dire que dans la même catégorie rentreraient des forces électromagnétiques à distance, la force de gravitation si vous êtes vraiment dans l'espace, disons, des forces centrifuges, tout sortes de trucs. Donc schématiquement, je vais la dessiner comme ça. C'est pour montrer qu'elle s'applique en tout point de votre système. Donc vous avez les forces qu'on va appeler volumiques, c'est-à-dire à distance. Et l'exemple principal, c'est la pesanteur. Donc si on regarde ce que ça donne, on sait que le poids de notre système, P c'est mg. Il dépend de la masse du système, sauf que la masse, c'est pas une quantité
très agréable ici, parce qu'on aurait pu prendre une taille différente de notre particule de fluide ici pour réfléchir dessus. Donc on va plutôt essayer de se ramener à la masse volumique. Et donc on trouve que le poids, c'est ρV fois G. Et c'est pour ça qu'on parle de force volumique, c'est qu'elles sont proportionnelles au volume. Autrement dit, vous pouvez définir un poids par unité de volume. Et donc si vous dites P divisé par V, ça vous donne ρG. Et ça ne dépend pas de la forme de votre système. Donc c'est une définition pertinente. Pour calculer l'action d'une force à distance, vous prenez juste la formulation volumique de cette force, donc en l'occurrence ρG, et vous multipliez par le volume. Donc ça c'est simple, on comprend bien. Maintenant il y a un deuxième type de force qui peut s'appliquer sur votre système, c'est comme j'ai dit, c'est les forces du fluide sur lui-même. Donc ici on a isolé un certain blob de fluide dans notre verre d'eau, mais il y a tout le reste du verre d'eau qui est autour, hein, donc là il y a encore de l'eau aussi, qui va pousser dessus. Donc si je dessine ça, je vais essayer de prendre une couleur qui se voit un peu, c'est pas clair. Mais ça va être tout le long de la surface de votre système. Vous allez avoir des forces qui poussent vers l'intérieur, donc qui correspondent à l'action de l'eau autour. Donc ça c'est, par opposition aux forces volumiques, ce qu'on va appeler des forces surfaciques. C'est-à-dire que plutôt que d'être proportionnel au volume de votre particule de fluide, elles seront proportionnelles à sa surface. La nature des forces surfaciques, elle dépend du système en question. Par exemple, si vous prenez un solide, vous pouvez avoir des forces surfaciques qui ont une tête assez compliquée. Si je prends ma bouteille d'eau ici, je peux lui appliquer des contraintes un peu variées. Je peux appuyer de chaque côté, donc essayer de la comprimer comme ça, auquel cas les forces surfaciques, c'est-à-dire les forces du matériau sur lui-même, elles vont contrecarrer la force de compression que je lui applique, et donc elles vont être dirigées de chaque côté horizontalement comme ça. Mais si cette bouteille, j'essaie de la tordre, donc ici j'appuie vers le haut, et ici j'appuie vers le bas, les forces volumiques, les forces surfaciques à l'intérieur de mon solide, elles vont agir aussi pour essayer de contrecarrer cette déformation-là, et donc elles vont être plutôt verticales en cisaillement comme ça. Mais vous voyez qu'il y a une différence là avec ce qui se passe pour un fluide, c'est-à-dire qu'un fluide, si j'essaie de le comprimer comme ça, il va essayer de s'écouler vers le haut et vers le bas, donc il va y avoir aussi des forces verticales, et si j'essaye de le cisailler comme ça, c'est-à-dire si j'essaie de monter là et de descendre là, je vais juste le faire glisser comme ça, et donc il n'y aura pas de force du tout. Donc la structure des forces de contact à l'intérieur d'un matériau, ça dépend beaucoup de la nature du matériau. Et en particulier, c'est beaucoup plus compliqué pour des solides que pour des fluides. Donc le grand fait qui simplifie la situation pour les fluides, c'est qu'il n'y a pas de structure à l'intérieur d'un fluide qui va distinguer une direction particulière d'une autre. Si vous imaginez un solide comme un cristal, c'est-à-dire un arrangement régulier d'atomes, vous pouvez avoir un cristal cubique, et donc vous allez avoir les trois directions du cubique qui sont particulières. Il y a une structure qui va essayer de préserver un peu de géométrie là-dedans. Dans un fluide, c'est pas le cas. Dans un fluide, c'est le bordel. Les particules, elles sont dans tous les sens en même temps, elles sont empilées les unes sur les autres, elles bougent un peu en continu. Donc si vous avez appliqué une force dans une direction, elle va être redistribuée de manière égale dans toutes les autres directions. Autrement dit, si j'ai mon verre d'eau et que j'appuie sur mon verre d'eau avec un petit bouchon, par exemple, c'est toutes les parois de mon verre d'eau qui vont subir la force du bouchon que j'ai mis dessus. Et l'outil physique qui va nous permettre de décrire ça, c'est la notion de pression. Donc mes forces surfaciques, je vais en considérer une de celles-là, qui s'applique sur la surface, disons, S. Donc je vais représenter la surface en violet, là. Vous avez un petit élément ici qui est une surface S. À ce moment-là, la force, elle est proportionnelle à la surface, et elle ne dépend pas de la direction de la surface. C'est les deux faits qu'on a établis. Le dépend pas de la direction de la surface, c'est ce que je vous ai expliqué avec le manque de structure à l'intérieur du fluide, et le fait que quand on appuie sur un liquide, c'est toutes les directions qui prennent. Donc ma force F,
elle est proportionnelle à ma surface, et le coefficient de proportionnalité devant, c'est ce qu'on va appeler la pression, donc qui est la force surfacique. Vous voyez que dans cette équation, j'ai un vecteur d'un côté, j'ai un scalaire de l'autre, il me manque une direction. Bah, la direction ici, ça va être vers l'intérieur de la surface. Donc je vais poser un petit vecteur unitaire n, qui est vers l'intérieur ici. Et je vais pouvoir préciser un petit peu cette formule. Donc n, comme j'ai dit, c'est un vecteur unitaire vers l'intérieur du système. Et P, c'est la pression. Alors attention à ne pas confondre la pression avec le poids. Ce qui est arrangeant, c'est que le poids, c'est un vecteur, donc il y a une flèche dessus. La pression, c'est un scalaire, c'est juste un nombre, donc il n'y a pas de flèche. De toute manière, on ne va pas beaucoup plus parler de... Enfin, je vais éviter de réécrire le poids avec P. J'écrirai Fg ou F pèse pour la force de pesanteur. Comme ça, on ne confondra pas les notations. Mais donc à partir de maintenant, P, c'est la pression. Et donc, vu la définition, c'est une force surfacique. Donc, si j'essaie de mettre des mots sur ce que c'est que la pression, c'est une force surfacique, donc par unité de surface. Et pour reformuler ce que j'ai écrit avec la formule ici, elle s'applique toujours dans la direction de la surface, vers l'intérieur, et elle ne dépend pas de l'orientation de la surface. Peu importe l'orientation de la surface. On peut un peu parler d'unité. Alors la pression, c'est affreux. Il y a 40 000 unités partout. On va en faire quelques-unes principales là, mais je pense que c'est la grandeur physique commune la pire au niveau des unités. Donc je vais essayer d'en lister un petit peu. Je peux peut-être effacer le schéma. Donc les unités, bah alors, on l'a décrit comme une force par unité de surface, donc une unité commune, c'est 1 newton par mètre carré. C'est tellement commun qu'on lui donne même un nom, c'est le pascal. Donc 1 PA. On est dans le système international. Ce qui s'utilise pas mal aussi, c'est les bars. Donc 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. C'est aussi souvent exprimé en fonction des hectopascals. Donc des hectopascals, c'est 100 pascal. Donc 1 bar, c'est 10 puissance 3 hectopascal. Et finalement, je peux vous mettre les atmosphères. Donc une atmosphère, c'est la pression atmosphérique habituelle. Et ça vaut quasiment 1 bar. Ça vaut 1, pour être précis, 0,73. Non, 0,13. Mais la plupart du temps, vous pouvez l'approximer à 1 bar. Donc moi, vous avez vu, je connais pas cette valeur, hein, vous n'avez pas besoin de retenir la pression atmosphérique habituelle. Je vous dis juste, bon, c'est 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, ça marche bien. Voilà. Ça, c'est pas trop affreux encore comme unité, mais on va en voir après qui sont pires. Ça va être super. Ce que j'aimerais faire avant, c'est un petit exemple pour vous illustrer l'idée du fait que la pression, c'est vraiment isotrope, c'est-à-dire que ça se redirige sur toutes les forces, enfin sur toutes les parois, indépendamment de leur surface, et pour expliquer aussi un peu les effets du fait que ce soit surfacique. Donc pour ça, on va étudier la presse hydraulique. La presse hydraulique, qu'est-ce que c'est ? Il faut imaginer que vous avez une voiture à soulever,
mais que vous êtes tout seul dans votre garage, et donc il faudrait construire un sorte de mécanisme pour vous aider à démultiplier votre force, sinon vous n'allez jamais réussir à soulever votre voiture avec votre petit bras. L'idée est la suivante. Vous prenez un grand récipient d'eau, disons, et vous ménagez 2 pistons dessus. Donc quand on dit un piston, c'est juste un couvercle qui peut coulisser globalement. Un gros piston à l'endroit où vous voulez mettre votre voiture, donc je vais le dessiner en orange. Et un petit piston à l'endroit où vous allez appuyer. Hop là, il est là. Le petit piston, il va avoir une certaine surface, disons S1. Et le gros piston, il va avoir une surface S2. Et au milieu, là, vous avez de l'eau. Et donc l'idée, c'est, vous appuyez sur S1, et S2 va monter. Et on va essayer de quantifier un peu plus précisément la force qui intervient là-dedans. Donc, bon, pour le moment, on va admettre que la pression à l'intérieur de l'eau est uniforme, c'est-à-dire que c'est la même, peu importe le point de l'espace. On va reporter juste après le problème d'essayer de déterminer la dépendance de la pression en fonction de l'espace. Là, je vous informe qu'à l'échelle d'un garage, on va dire, on peut considérer que c'est uniforme. Donc on va dire qu'on a une certaine pression P dans l'eau. Et bien à ce moment-là, en fait, comment on fait le calcul? Il faut se souvenir du principe de fonctionnement de la presse. C'est-à-dire que vous appuyez sur S1, et l'eau va transmettre la force sur S2. Donc par exemple, si vous appuyez avec une force F sur S1, bah, vous pouvez calculer la pression, vu la formule que je viens d'effacer, mais qui était F égale PS. Ici, la surface à considérer, c'est PS1. Ainsi, votre piston il bouge pas, c'est-à-dire si vous avez appuyé une force et que l'eau résiste suffisamment, c'est que la pression compense exactement la force que vous avez mise, donc sa force en valeur absolue est égale à la force que vous avez imposée au système. Donc la pression, on peut la calculer en fonction de la force que vous mettez ici. Mais on peut faire exactement le même raisonnement en S2. Si je mets une voiture dessus, ma voiture, je vais la modéliser comme un gros bloc qui a la masse M, masse grand M, disons, parce que c'est une grosse voiture, elle a une grosse masse. Et elle est soumise à la pesanteur. Donc la force qu'elle applique à droite, c'est son poids, c'est mg. Et bah, de la même manière, ça vaut la pression fois la surface. Donc ça vaut PS2. Sauf que ça, c'est pas anodin. Parce qu'on voit que la différence entre les deux forces, ça correspond à la différence de surface. Donc, si j'exprime la masse que je peux soulever en fonction de la force initiale, bah, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la masse, c'est PS2 sur G, et la pression elle-même, on peut la trouver grâce à la première expression, c'est F fois S1. C'est F divisé par S1. Et donc la masse que je peux soulever, c'est F sur G fois S2 sur S1. Donc autrement dit, si j'ai une petite surface pour mon premier piston, mais une grosse surface sur l'autre piston, donc le rapport S2 sur S1 est grand, qui correspond à ce que j'ai dessiné sur le schéma, vous allez pouvoir soulever une super grosse masse. Même si vous êtes capable que de soulever 1 kg, mais que vous avez un facteur 1000 au niveau des surfaces, bah soudainement, vous allez être capable de soulever 1 tonne. Donc c'est assez puissant comme système. Et c'est le même principe qui se cache derrière en fait beaucoup de systèmes mécaniques d'amplification de la puissance. Que ce soit l'idée d'un levier pour soulever quelque chose, que ce soit l'idée d'engrenage, que ce soit l'idée de poulie, etc. À chaque fois, c'est des rapports mécaniques qui font qu'une force donnée est amplifiée de l'autre côté. Mais dans tous ces systèmes-là, il n'y a rien de gratuit. C'est-à-dire qu'on a beau amplifier la force, on ne va pas créer de l'énergie. Et donc, ce que j'aimerais faire pour terminer cet exemple et démystifier un peu ce qui se passe là, c'est calculer le travail qu'on fait quand on déplace la masse d'une certaine distance. Parce qu'on peut se dire, là, ah bah c'est super, j'ai un rapport S1, S2 sur S1 qui est énorme, je vais pouvoir soulever des voitures super lourdes, j'ai juste à appuyer mon doigt avec une petite force et je vais pouvoir faire monter la voiture.
Pas tout à fait. Avec une petite force, vous allez pouvoir soutenir le poids de la voiture, mais vous n'allez pas pouvoir la faire monter arbitrairement facilement. Et c'est ça que je vais essayer de quantifier maintenant, en calculant le travail quand on fait bouger ces deux pistons-là. Donc en gros, la situation que je considère, c'est si, avec ma force là, j'abaisse le piston S1 d'une certaine distance D, D1 disons, toujours en appliquant ma force F, bah, en conséquence, le piston à droite va monter d'une certaine distance D2, il y a toujours du fluide qui le suit, là. Et il y a toujours la masse dessus. Et la question, c'est combien d'énergie ça m'a coûté pour faire ça? Bah, c'est facile à quantifier vu qu'on connaît la formule du travail. Le travail, c'est la force fois le déplacement. Ici, notre force, elle est constante, elle ne dépend pas du temps. On a un déplacement qui est dans la même direction que la force, donc le produit scalaire devient un produit simple. Et le travail qu'on a fourni, c'est F fois D1. Ok, d'accord, ça, c'est sympa, mais ça nous informe pas beaucoup sur la situation, parce que on ne sait pas de combien la masse a monté. Ce qu'on aimerait plutôt exprimer, c'est le travail en fonction de D2, parce que c'est ça qui est intéressant. Et donc il va falloir relier D2 à D1. Et là, on va introduire quelque chose qui est un mécanisme qui apparaît souvent dans les exos où il y a des fluides qui interviennent. C'est la conservation de la masse totale du liquide. Donc, je dis moralement ici, on fait de la méca, donc on applique notre PFD. On a des forces, on compte ce qui se passe, etc. Mais il y a un ingrédient en plus pour les fluides quand même, qui vient du fait qu'ils n'ont pas qu'un seul point, mais qui sont distribués dans l'espace. C'est que quand ils bougent, ils peuvent pas bouger n'importe comment, ils peuvent pas se téléporter d'un endroit à l'autre, en particulier, ils peuvent pas disparaître soudainement. Et pour une balle, bah, en fait, il n'y a rien à dire. C'est évident qu'elle va pas disparaître. Pour un liquide, il faut l'exprimer à un moment ou à un autre. Et ça revient à dire que la masse après l'opération est égale à la masse avant l'opération. Bon bah, c'est quoi la masse totale de liquide? Bah, c'est la masse volumique de l'eau fois le volume total de liquide. Bon, la masse volumique de l'eau, on a dit, elle va pas changer beaucoup. Donc en gros, la conservation de la masse, ça revient à la conservation du volume. Donc il faut que je dise le volume après mon opération, après mon déplacement, c'est le même que le volume avant mon déplacement. Et ça, on va pouvoir le quantifier un peu plus facilement, parce que ici, on a enlevé un peu de volume du premier piston, donc on sait que c'est exactement le même volume qui doit être gagné par le deuxième piston. Le volume qu'on a enlevé du premier piston, bah, il vaut D1 fois S1. Si vous imaginez un petit cylindre, hein, le volume du cylindre, c'est sa hauteur fois sa base, la surface de sa base. Et donc ça, c'est la même chose qui a été créée qui a été créé, disons, qui a été déplacé ici, donc qui a été ajouté au volume du deuxième piston. Donc D1 S1, il va être égal à D2 S2. Ça, en fait, c'est tout bête comme expression, mais c'est le genre de truc auquel on pense pas forcément avant. Donc il faut toujours garder en tête, par rapport à notre méthode de méca habituelle, que dans les exos avec des fluides, il y aura quelque part, à un moment ou à un autre, souvent, l'hypothèse de conservation de la masse, ou en l'occurrence du volume quand la masse volumique est constante, qui interviendra. Donc ça nous permet de substituer D1 ici pour calculer le travail en fonction de D2. Et donc notre travail, il vaut notre force fois D2, donc D2 il vaut D1, enfin pardon, D1 il vaut D2 S2 sur S1. Voilà. Soudainement, on a le même rapport S2 sur S1 qui apparaît sur notre travail. C'est-à-dire que si vous voulez faire monter votre masse d'une hauteur constante, d'une hauteur donnée, bah, soudainement, vous avez l'impression que le fait d'avoir pris un piston énorme, ça vous coûte beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus difficile, avec une force donnée, de soulever la même masse. Bah, elle est où l'astuce? Bah, si vous remplacez la force par son expression ici, hein, si vous inversez cette expression-là, ça vous donne la force en fonction de la masse. Donc F, c'est mg fois S1 sur S2. J'ai fait que réorganiser les termes dans cette expression-là. Si j'injecte cette expression-là de F dedans, ça vous donne mg
S1 sur S2 fois S2 sur S1 fois D2. Et donc là, les facteurs géométriques se compensent et on trouve mgd2. Au final, c'est logique, hein. mgd2, c'est l'énergie potentielle gagnée par la masse. Donc si j'ai poussé sur mon piston pour faire monter la masse, il n'y a pas possible de faire autrement. Le travail que j'ai fourni, c'est au moins le travail qu'il faut pour monter la masse, c'est-à-dire son énergie de potentiel. Son énergie potentielle de pesanteur. Ce que je montre par ce petit calcul, c'est que même si on multiplie la force, ça ne veut pas dire qu'on gagne de l'énergie arbitrairement, parce que si on a une très grande force à la sortie pour une petite force à la fin, ça veut dire qu'on a aussi des très petits déplacements à la sortie pour un déplacement donné à la fin, et le travail qui est le produit des deux, il va rester le même. Si vous augmentez votre force, vous diminuez aussi la distance, et donc vous travaillez pareil. Donc pour monter votre voiture d'1 mètre de haut, il va toujours falloir fournir la même énergie. Simplement avec un système comme ça reste plus facile parce que vous pouvez fournir cette énergie sur très longtemps, par exemple. Moi, en tant qu'humain, je suis pas capable de porter 1 tonne. Par contre, je suis capable de pousser 1000 fois 1 kilo sur 1 mètre. Ça va être juste lent, mais je peux le faire. Bon, voilà pour cet exemple. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est la conservation du volume, qui est jamais évidente, qui se cache un peu, qui va intervenir comme équation à un moment ou à un autre. Et ce que ça illustre sur la pression, à savoir que c'est une force surfacique. Donc si vous prenez un ratio de surface, ça va multiplier la force que ça donne, et qu'elle est redistribuée dans toutes les directions. C'est-à-dire que même si j'ai appuyé sur le bas à l'entrée, ça a fait monter ma voiture, ce qui est à peu près évident quand on imagine un fluide dans cette configuration-là. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, là, je fais l'hypothèse que la pression est uniforme, c'est-à-dire qu'elle ne change pas selon le point que je considère dans mon fluide. Ça, je l'ai un peu sorti de nulle part. Donc la prochaine étape, ça va être d'essayer de comprendre comment la pression varie dans le fluide, et ça va donner des théorèmes assez importants. Donc on va regarder l'équilibre hydrostatique, c'est la deuxième partie du cours. Pourquoi équilibre ? Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Avant de décrire des fluides qui bougent, on va décrire des fluides qui bougent pas. Et ce sera quand même une base un peu nécessaire pour regarder le mouvement. C'est peut-être un peu moins excitant, mais il y a quand même des trucs très sympas. Et donc c'est le domaine de la statique des fluides. Je vous ai dit, le premier truc qu'on va regarder, c'est la distribution de pression dans un fluide à l'équilibre. Et le résultat qu'on va obtenir, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de l'hydrostatique. C'est quoi notre setup ? C'est quoi notre contexte ? Le contexte, c'est l'océan, disons. Vous regardez l'océan, vous supposez qu'il bouge pas trop. Hein. Alors, évidemment, il y a des vagues, il y a des trucs comme ça, mais grosso modo, ça bouge pas. Donc vous avez la surface de l'eau en dessous, vous avez, le sable au fond de l'océan, et vous essayez de connaître la pression en fonction de la position. Donc P de X, Y, Z. Déjà, il y a un truc qu'on peut dire, c'est qu'on se doute un peu que la pression elle va surtout dépendre de Z, surtout dépendre de l'altitude. Donc je vais dessiner mes axes là. X, disons, c'est le long du tableau comme ça. Z, c'est l'axe vertical. Et Y, ce serait la profondeur dans le tableau. Je note au passage que je dessine l'axe des Z vers le haut. C'est ce que je suis habitué à faire et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. C'est souvent le cas dans lequel il y a le moins d'erreurs. Des fois, il y a des gens qui mettent l'axe des Z vers le bas. Faites un peu attention à comment c'est défini. Mais donc oui, on se doute surtout que la pression, elle va dépendre beaucoup de Z et pas beaucoup de X ou de Y.
Et un argument qu'on peut donner pour ça, c'est un argument de symétrie en fait. C'est-à-dire que si vous vous baladez un peu en X, si vous vous baladez un peu en Y, votre coin d'océan, il va se ressembler beaucoup quand même. Il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Alors qu'en Z, bah, clairement, vous avez la surface en haut, vous avez la pesanteur vers le bas, il y a une direction particulière. Donc disons par symétrie, on s'attend à ce que la pression ne dépende pas de X et de Y. Et en fait, on comprendra plus tard, quand on regardera un peu les écoulements, que si on avait une différence de pression en X, disons, ça voudrait dire que le liquide est poussé vers la direction des plus X ou des moins X selon le signe de cette différence de pression, et donc il n'est pas à l'équilibre. Donc pour le moment, j'espère vous avoir convaincu du fait que la pression dépend que de Z, mais si c'est pas le cas, je vous l'annonce comme un fait. Dans ces situations hydrostatiques, quand on a juste la pesanteur qui tire vers le bas, la pression elle n'a pas de raison de dépendre d'autre chose que de la coordonnée le long de l'axe de la pesanteur. Donc déjà, je peux remplacer cette question-là par la question déterminée P de Z. Maintenant, comment on fait ça? Je vous ai dit, on fait de la méca. Donc il va falloir faire un bilan de force à un moment ou à un autre. Donc on va définir un système, poser nos forces, écrire que ça vaut 0, et voir ce que ça nous donne. Notre système, ça va être une colonne de fluide. Donc ça va être un cylindre dans l'eau. Ce que je vous ai dessiné là, c'est juste les bordures de mon système. Ça correspond à rien de physique. Je ne mets pas une canette dans l'eau, je ne mets pas des murs dans l'eau. Simplement, je dis, ok, je m'intéresse à cette matière-là, et je vais regarder les forces qu'il y a dessus. C'est une bordure purement fictive. Ce cylindre, disons qu'il va aller des altitudes Z à Z plus H, où H c'est la hauteur du cylindre, et il va avoir une certaine surface S. C'est quoi les forces qui s'appliquent dessus? Alors je vous laisse réfléchir pendant que je bois. L'avantage d'avoir fait le petit prologue pour définir la pression, c'est qu'on sait que des forces, il n'y en a que deux types. Il y a les forces volumiques et les forces surfaciques. Donc on peut regarder chacune de ces deux forces et voir ce que ça donne. Les forces volumiques, c'est le plus simple. Je vous ai fait la liste tout à l'heure. Il y a la force de pesanteur, d'accord. Les forces du type force centrifuge ou force électrostatique, etc. Ça, il n'y en a pas ici. Donc il n'y en a qu'une, c'est la pesanteur. Ça, c'est pas trop compliqué. Je vais la dessiner en orange comme tout à l'heure. La pesanteur, elle vaut quoi? Elle vaut la masse de mon système fois G. C'est quoi la masse de mon système? Encore une fois, il faut essayer d'utiliser les outils qu'on a définis avant. Ça va être son volume fois sa masse volumique. Donc la masse volumique, c'est celle de l'eau, c'est ρ. Et son volume, c'est quoi? On a déjà calculé en fait le volume d'un cylindre tout à l'heure. C'est sa section fois sa hauteur. C'est comme quand on disait les pistons qui se déplacent de D1 et qui ont une surface S1. Le volume qui était disparu de ce piston, c'était D1S1. Ici, maintenant, le volume, c'est SH. Ok. Ça, c'était le plus simple. Maintenant, il y a des forces qui ne sont pas des forces volumiques, c'est-à-dire des forces surfaciques. Donc, il y a la pression. La pression, il y en a tout autour de mon système. Donc, il y a des forces, a priori, dans toutes les directions. On peut commencer par lister le plus simple, c'est-à-dire la pression sur la face du bas et la pression sur la face du haut. Donc la pression sur la face du bas, sa valeur, c'est la surface de la face du bas fois la pression Z. Et sa direction, c'est quoi? Sa direction, je vous dis, c'est toujours vers l'intérieur du système. La pression, ça pousse. Et donc la flèche, elle va vers le haut. Ok? Le raisonnement est à peu près opposé pour la pression à la surface supérieure. C'est-à-dire que sa valeur, elle est assez claire. C'est SP de Z plus H. Et sa direction, c'est vers le bas. Ça pousse vers l'intérieur du système. Ça, c'était les deux faces faciles. Est-ce qu'on peut réfléchir à ce que ça donne la pression sur la dernière face, c'est-à-dire sur tout le tour du cylindre? En fait, c'est pas très... Je sais pas si c'est facile ou pas, mais en tout cas, c'est pas très intéressant comme question. Parce que ça va être une force qui va pas être verticale. Ici, on n'a que des forces verticales, mais je vous dis, la pression, c'est normal, c'est orthogonal à la surface sur laquelle ça s'applique. Et donc là, toute la surface, le tour du cylindre, elle est horizontale. Enfin, pardon, la surface elle-même est verticale, mais donc la force va être dans le plan XY, va être horizontale.
le truc, c'est que toutes ces forces sont verticales, donc dans le PFD, on pourra juste projeter sur la direction verticale, et donc toutes les forces horizontales qui résulteront de l'action de la pression sur le tour du cylindre, elles vont pas nous embêter. En plus, il se trouve que par le PFD, on sait qu'elles doivent s'annuler aussi, donc le résultante vaut 0. Et ça se comprend assez bien. La pression, elle dépend pas de X et de Y, et donc tout le long de votre cylindre, tout autour, va y avoir la même valeur de pression, et donc il va y avoir une force égale qui s'applique de tous les côtés de votre système. Donc si j'essaie de dessiner ça, ça vous donne des petites forces comme ça. Alors, je fais le dessin en 3D, c'est pas forcément évident, mais qui s'appliquent toutes horizontalement vers le centre de votre système et qui ont toutes la même valeur. Donc leur somme totale, ce sera 0. C'est pas plus mal, ça nous évite de devoir calculer la surface latérale du cylindre par exemple. On sait qu'on a que des forces verticales, et c'est ces trois-là. Bon bah maintenant on écrit le PFD. Faut vraiment essayer de rationaliser notre approche en se disant, bah on essaie de faire de la méca, hein, on essaie d'utiliser les outils Newton. Donc le PFD ça donne quoi? Alors pour être précis, c'est le principe d'inertie, ici on est à l'équilibre, on considère des trucs qui bougent pas, donc ça donne que la somme des forces vaut 0. Alors la somme des forces, faut juste faire attention aux signes, on a une force verticale et deux forces vers le bas. Donc SP de Z, c'est notre force verticale, et les deux forces vers le bas, c'est SP de Z plus H, et le poids, SH projet. Et donc on sait que la somme de toutes ces forces, ça fait 0, et ça c'est le principe d'inertie. Ok, super. Il y a un truc qu'on peut simplifier assez clairement, c'est la surface. Donc je vais réorganiser les termes et simplifier par la surface. Et ça me donne que P de Z plus H, c'est égal à P de Z moins rho GH. Et ça, c'est le premier résultat fondamental du cours. C'est ce que j'ai appelé au-dessus le principe fondamental de l'hydrostatique. Ça vous donne la dépendance de la pression avec la coordonnée verticale quand vous êtes à l'équilibre et sous l'action d'un champ de pesanteur. Hein, donc le principe fondamental de l'hydro, il est valide à l'équilibre. Et dans un champ de pesanteur. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire ce principe? En fait, il peut être reformulé assez concrètement. Ça fait sens un peu. Ce que ça veut dire que l'eau d'en bas soutient le poids de l'eau d'en haut. Si vous êtes à l'équilibre et que vous êtes au fond de l'océan, vous allez subir la pression qui correspond à l'accumulation des couches d'eau au-dessus de vous jusqu'à la surface, qui ont toutes un certain poids et qui appuient toutes sur vous en même temps. Autrement dit, c'est comme si on vous recouvrait de pierres progressivement, vous en dessous, vous êtes obligé de soutenir le poids de toutes les pierres qui s'accumulent au-dessus de vous, et ça se répercute sur la pression. Ça c'est vrai, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la pression, ça reste une force surfacique. Donc dire que la pression dépend du poids de l'eau que vous mettez au-dessus, c'est vrai, mais il faut ramener ça à la surface, et la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a plus que la hauteur qui compte ici, entre les deux points dont on comparait la pression. Il n'y a pas le volume, hein, c'est vraiment la hauteur qui compte. Un exemple assez parlant de ça, c'est le Crève-Tonneau de Pascal. Donc Pascal, c'est celui qui a établi ce principe-là en premier, et il avait imaginé une sorte de tonneau. Donc je vous dessine un tonneau, comme un tonneau de vin, là, dans lequel on aurait percé un petit trou, et on aurait mis une paille qui sort de ce tonneau-là. Et la paille, elle serait super haute, mais elle serait vraiment pas très grande. Et il aurait rempli le tout d'eau. Hein, donc tout à l'intérieur du tonneau, c'est de l'eau. Et en particulier, dans la paille, c'est de l'eau tout le long. Au-dessus de la paille, la pression, elle vaut la pression atmosphérique. Donc P égale P0, la pression atmosphérique. Donc c'est le fameux 1 bar en gros. La pression à l'intérieur du tonneau, elle vaut quoi? On peut le calculer avec
le principe fondamental de l'hydrostatique, si on a une hauteur h de tonneau, enfin de tuyau, pardon, au-dessus, la pression vaut P0 plus ρGH. Ah oui, là c'était un moins, mais c'est parce qu'on regardait vers le haut. Hein. Là je compare dans l'autre sens, vers le bas, donc j'accumule la pression vers le bas. Ça c'est un truc, si vous vous souvenez du signe ici, très bien, si vous en souvenez pas, tant pis, mais il faut toujours raisonner physiquement dessus. Vous n'allez pas écrire un résultat absurde. Vous savez que la pression en bas, c'est plus grand que la pression en haut. Vous accumulez de la pression à mesure que vous descendez. Bon bah voilà, vous mettez le bon signe pour que ça marche. Et donc vos pressions ici, elles dépendent de la hauteur d'eau que vous mettez au-dessus. Donc ça veut dire que si on met une toute petite paille, mais qu'on met énormément d'eau verticalement, vous allez pouvoir augmenter la pression considérablement dans le tuyau d'eau, même jusqu'à le faire exploser, ce qui donne le nom de crève-tonneau de Pascal, alors que vous avez mis vraiment pas beaucoup d'eau au-dessus. Si vous avez une paille très fine ou très grosse, ça change rien. Et c'est un peu contre-intuitif, hein, c'était assez frappant à l'époque. Mais donc si vous prenez une toute petite paille que vous remplissez d'eau, même si vous avez mis 1 litre d'eau, du moment qu'il est réparti sur une très grande hauteur, ça va faire augmenter la pression énormément en dessous, jusqu'à éventuellement crever le tonneau. Une autre application un peu intéressante, c'est la manière de mesurer des pressions dans la vraie vie. Donc ce qu'on va appeler un baromètre. Un baromètre, c'est un instrument pour mesurer la pression. Et historiquement, le premier baromètre à peu près fonctionnel, c'était le baromètre de Torricelli. Donc, qui était un physicien italien du XVIe siècle, qui a beaucoup travaillé sur les fluides. Comment ça fonctionne le baromètre de Torricelli? Alors, je vais vous effacer le principe fondamental. Vous prenez une sorte de coupelle que vous remplissez d'eau. Et dedans, vous plongez un tube à essai, retourné, qui est aussi rempli d'eau jusqu'à une certaine hauteur. Et avant de le retourner, vous l'avez rempli d'eau complètement. Donc quand l'eau s'abaisse ici, c'est juste dû à l'action de la pesanteur quand vous l'avez retourné. En particulier, il n'y a rien ici, hein. Il n'y a pas d'air au préalable, il n'y a pas de bulle qui est remontée, donc c'est grosso modo du vide. Donc ici, vous avez une pression qui est à peu près égale à une pression de vide. La pression de vide, c'est quoi? C'est quand il n'y a rien du tout. Quand il n'y a rien du tout, il n'y a pas de force, la pression est nulle. Donc la pression en haut, dans une bonne approximation, elle est vide, elle est nulle. Donc vous avez une certaine surface de liquide ici. Et donc comment vous mesurez la pression atmosphérique? Ce que dit Torricelli, c'est qu'il vous suffit de mesurer la hauteur de votre colonne de fluide dans le tube à essai pour connaître la pression à l'extérieur. Pourquoi c'est vrai? Si j'appelle ici un H la hauteur correspondante, on peut faire le principe fondamental de l'hydrostatique. On sait que la pression à la surface du fluide, c'est la pression en haut plus ρGH. Et la pression en haut, elle est nulle. Donc si je mets une petite flèche là, hein, si je regarde la surface, le niveau à partir duquel je mesure la hauteur H, la pression ici, ça vaut P du vide plus ρGH. Donc en gros, juste ρGH. Or, la pression qu'il y a à la surface de l'eau, c'est la pression atmosphérique. C'est la pression de l'air qu'il y a dans la pièce. Donc ça vaut P0. Et donc vous voyez que vous pouvez calculer P0 simplement en mesurant H. Vous allez avoir P0 égale H sur ρg. Bon, c'est pas trop mal. Un problème avec l'eau, c'est qu'il va falloir prendre des très hauts tubes à essai. Si vous faites le calcul, la masse volumique de l'eau, ça vaut 1000 kg par mètre cube. En 1000 kg par mètre cube, c'est pas facile à retenir. Par contre, 1 kg par litre, facile, parce que c'est une bouteille d'eau. Vous savez que quand vous prenez une bouteille d'eau d'un litre, ça vaut 1 kg, donc la masse volumique c'est 1 kg par litre. Simplement, c'est pas les unités du système international, donc faut pas oublier de reformuler en kilogrammes par mètre cube. Ça, pour le coup, c'est une valeur qu'il faut connaître. Bon, d'accord, G c'est 9,81, donc G c'est en gros 10 en mètres par seconde carré. Et ma pression atmosphérique, elle vaut quoi? Je vous ai dit, elle vaut à peu près 1 bar. Donc 10 puissance 5 pascal.
Donc on peut faire des petits ordres de grandeur pour obtenir la hauteur h. Ça vous donne que votre hauteur h, c'est P0... Ah non, j'ai écrit n'importe quoi là. Ça c'est ρgh. Votre hauteur h, c'est P0 sur ρg, justement. Et donc c'est 10,5 sur 10,3 fois 10. Bon bah ça vaut environ 10 mètres. Oh, c'est pas très pratique quand même, hein. Parce que ça veut dire que votre tube à essai, il faut qu'il soit bien grand. Donc Torricelli, à la place, il utilisait du mercure. Donc le mercure, c'est environ 13 fois plus dense que l'eau. Donc ça a une densité qui est environ de 13. Donc ça veut dire que sa masse volumique, c'est environ 13 fois celle de l'eau. Donc ça veut dire que la distance, elle sera environ 13 fois plus petite. Donc là, on se ramène à un tube qui fait moins d'1 mètre de haut, c'est beaucoup plus gérable. Le désavantage de ça, c'est que ça nous a donné... ça nous a donné une des pires unités ever, qui est le millimètre de mercure. Le millimètre de mercure, il mesure une pression. Selon ce système-là. C'est-à-dire qu'on a relié la hauteur à la pression, ou réciproquement la pression à la hauteur. Et donc vous savez que si vous augmentez votre mercure de 1 mm, bah ça veut dire que la pression extérieure a augmenté d'une certaine quantité qui vaut la valeur d'1 mm de mercure. Je peux vous donner la valeur de la pression atmosphérique en millimètres de mercure. C'est à peu près 760 mm de mercure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que votre colonne à l'équilibre, elle fera 76 cm, votre colonne de mercure. C'est vraiment fucked up comme unité, mais y a des gens qui utilisent ça. Je sais pas si ça vaut le coup de connaître la conversion, mais sachez que ça existe et que ça s'interprète comme ça. Si vous tombez dessus et que vous avez la conversion, vous ne posez pas la question, vous convertissez en Pascal et vous oubliez cette histoire de millimètres de mercure. Deux petites applications encore du principe fondamental de l'hydrostatique. D'abord, j'aimerais parler un petit peu de ce qui se passe à l'échelle d'une pièce, concrètement. Ce que je vous ai dit, donc l'eau, si vous prenez un bar, donc la pression atmosphérique, votre colonne d'eau, elle monterait de 10 mètres. Bah ça, le raisonnement est valide à l'envers. C'est-à-dire que si vous allez sous l'eau dans l'océan, et que vous descendez de 10 mètres, c'est-à-dire que vous avez gagné un bar de pression. Et donc plus vous allez profond dans l'océan, d'accord, plus vous accumulez de la pression. La conversion, elle n'est pas très compliquée. Un bar, c'est une pression atmosphérique, donc si vous descendez 10 mètres, vous avez doublé la pression qui s'exerce sur votre corps. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, hein. Et donc c'est pour ça que quand on plonge, 10 mètres, c'est pas mal, c'est beaucoup, et il faut faire des paliers de décompression pour laisser le temps à notre corps de s'habituer à cette nouvelle pression, etc. Ce que ça veut aussi dire, c'est qu'à l'échelle d'une pièce, ou à l'échelle de la verrerie de chimie, je sais pas moi, si vous avez un bécher qui fait 10 cm de haut, bah, votre pression, elle va varier que de 1/100 de bar, donc c'est pas grand chose. Donc à l'échelle d'une pièce, vous pouvez considérer que la pression est à peu près uniforme. Et c'est encore mieux avec l'air, parce que l'air, ça a une masse volumique beaucoup plus faible que celle de l'eau, donc la pression va beaucoup moins varier selon l'altitude. Si vous imaginez, si vous reprenez le raisonnement intuitif de la loi fondamentale de l'hydrostatique, ça vous dit que la pression varie à cause du poids de la colonne de fluide qu'il y a au-dessus de vous. Si cette colonne, c'est une colonne d'air, forcément, ça pèse beaucoup moins lourd que de l'eau. Et donc on peut considérer en général que dans l'air, à l'échelle d'une pièce, on va dire la pression, elle est uniforme, et elle vaut la pression atmosphérique. Évidemment, si on monte haut dans l'atmosphère, si on va au sommet de l'Everest, la pression, elle descend un peu, mais pas tant que ça. Donc on va dire, à l'échelle d'une pièce, la pression dans l'air est en gros uniforme. Elle vaut la pression atmosphérique. P0, c'est-à-dire à peu près un bar. Ok.
Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de parler un peu de la forme dont va avoir votre interface avec l'air. Donc, c'est ce qu'on va appeler le principe des vases communicants. L'idée est la suivante. Si vous prenez une verrerie qui a une forme un peu bizarre, qui a une forme de tube un peu comme ça, courbé des deux côtés, et que vous mettez de l'eau au milieu, ce à quoi vous vous attendez à peu près intuitivement, c'est que le niveau d'eau des deux côtés va être le même. Autrement dit que la hauteur ici de la surface va être la même des deux côtés. Ça peut se comprendre avec la pression. Si vous imposez que vous ayez la pression atmosphérique des deux côtés, donc aux interfaces avec l'air, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de différence de hauteur entre les deux, parce que sinon, par le principe fondamental de l'hydrostatique, cette différence de hauteur induirait une différence de pression entre les deux. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le principe des vases communicants. Et ça marche pour n'importe quelle forme de récipient. Si je prends vraiment des colonnes de formes très bizarres, ou toutes penchées, ou alors qui s'écartent, ou à l'inverse, je sais pas moi, qui se resserrent comme ça, et que je mets de l'eau dedans, il y aura le même niveau d'eau dans chaque récipient, parce que la pression doit être égale. Voilà. Donc ça, c'est assez puissant. Hein. Et ça veut dire que dès que vous avez un déséquilibre, c'est que vous avez une différence de pression. Et ça, on va s'en servir un peu. Si vous vous rappelez de la manip du début, vous avez plein de petits tubes en U comme ça. Et quand j'activais la ventilation, là, quand j'activais le flot d'air dans le tuyau, tous ces petits tubes qui avaient initialement un niveau égal de part et d'autre, créaient des différences de niveau. Et donc ça va être un des ingrédients pour comprendre cette manip-là. Ça va être de se rappeler qu'une différence de niveau, ça correspond à une différence de pression. Et donc si je redessine mon tube en U, mais que ce coup-ci, je dis que, disons, à gauche, j'ai une pression P0, et à droite, j'ai une pression plus grande, hein, j'ai P0 plus delta P, disons, ça va induire une différence du niveau des liquides qui est proportionnelle à delta P. Hein, donc si j'appelle H la hauteur dont est descendu le liquide à droite, par rapport à celle dont est monté le liquide à gauche, je sais que j'ai ρGH qui est égal à delta P. C'est à peu près logique, hein. Si j'appuie plus par là, si je souffle dedans, si j'augmente la pression, je vais pousser le liquide qui va fuir et remonter de l'autre côté. Mais en tout cas, on a compris ce principe-là, on sait quantifier la hauteur en fonction de la différence de pression. Et donc pour comprendre notre manip du début, la dernière étape, ça va être de savoir pourquoi est-ce qu'on a une différence de pression. Mais pour ça, il va falloir traiter des fluides en écoulement. Juste avant de commencer à traiter des fluides en mouvement, j'aimerais faire un dernier point sur les fluides qui ne bougent pas. Et c'est le calcul de la force qu'ils exercent sur leur environnement. Pour le moment, j'ai regardé la force de pression, c'est-à-dire la force qu'ils exerçaient sur eux-mêmes essentiellement. Mais cette force de pression, ça nous dit aussi à quel point est-ce que le liquide pousse sur les différentes parois de ces récipients. Et ça va permettre de calculer la poussée d'Archimède en particulier. Donc la poussée d'Archimède, le principe c'est quoi? Le principe c'est de dire, j'ai un iceberg. Mon iceberg c'est un gros bout de glace qui flotte sur l'eau. Il y a une partie émergée, mais il y a aussi une partie immergée. Comment est-ce qu'il tient cet iceberg? Parce qu'il y a sa pesanteur qui le tire vers le bas, mais il y a bien une force qui le repousse vers le haut. Cette force, c'est l'action de l'eau environnante sur l'iceberg. Donc c'est des forces de pression. Hein. Tout le long de l'iceberg,
on a l'eau qui pousse. Alors selon la forme précise de l'iceberg, elle va pousser dans des directions un peu différentes, mais globalement, elle va toujours pousser vers le haut. Bon, la question, c'est comment est-ce qu'on calcule la force qui est exercée sur cet iceberg par l'eau? Parce que ça, a priori, c'est pas du tout un problème évident. Alors certes, on sait calculer la pression, on sait que la pression, elle augmente linéairement avec la profondeur, selon la loi fondamentale de l'hydrostatique, mais on ne sait pas directement sommer toutes ces petites forces de pression qui vont dans des directions différentes, qui sont très compliquées. Ce serait un problème un peu ardu. Alors on peut le faire, hein. On peut utiliser des outils d'analyse vectorielle, voilà, d'intégration, se taper le calcul et avoir le résultat qu'on va montrer là. Mais il y a aussi une autre manière d'avoir ce résultat qui est beaucoup plus simple, mais qui nécessite une petite astuce. L'astuce, c'est de dire, ce schéma, il ressemble quand même vachement au schéma qu'on a fait avant, où je considérais non pas un iceberg, mais de l'eau, et je regardais les forces sur l'eau. Alors ici, la seule différence que j'ai fait, c'est que mon système, c'est un système qui est vraiment physiquement différent de l'eau environnante, hein, c'est un vrai solide que j'ai foutu dedans et qui flotte, mais la distribution de force qu'il y a dessus change pas par rapport au moment où c'était de l'eau. L'eau environnante, elle est toujours à l'équilibre, elle a toujours la même distribution de pression, donc elle applique toujours la même force qu'il y ait un iceberg ou que ce soit de l'eau. Et donc l'idée du raisonnement qui va mener à la formule de la poussée d'Archimède, c'est de dire, en gros, ma force, ma résultante des forces de pression, la somme de toutes ces petites contributions, c'est la même chose que si je remplaçais l'iceberg par de l'eau. Donc je vais considérer une deuxième situation, qui est la situation où j'ai juste l'eau et pas d'iceberg, et je vais juste dessiner le contour de l'iceberg, mais en se rappelant que c'est un système fictif. On a séparé une partie de l'eau de la même manière qu'on l'avait fait avant, et on avait les mêmes forces. Sauf que là, on sait calculer ces forces. Ces forces-là, on a dit, elles sont juste là pour compenser le poids de l'eau qui est au milieu. C'est le raisonnement qu'on avait fait pour la loi fondamentale de l'hydrostatique. Hein. On a dit, la pression au fond, c'est la pression au-dessus plus le poids de ce qu'il y a entre les deux. Bon, rapporté à la surface, certes. Mais donc ici, si je fais un bilan des forces sur ce système-là, je vais avoir deux forces qui s'exercent, la résultante des forces de pression, qu'est-ce que j'essaie de calculer, et son poids. Le poids, c'est facile, il vaut la masse volumique de l'eau, fois le volume de mon système. Alors, seulement le volume qui est sous le niveau de l'eau, donc c'est ce que je vais appeler le volume immergé. Donc si je dessine le volume immergé sur mon iceberg, c'est tout ce qui est en dessous du niveau de l'eau. Donc c'est tout ce que vous allez remplacer par de l'eau dans la situation fictive qu'on essaie de considérer pour calculer la force. Et la résultante de toutes ces forces de pression, c'est la pression d'Archimède la poussée d'Archimède, que je vais appeler grand pi. Alors il ne faut pas se tromper, hein, la poussée d'Archimède, c'est des forces de pression. Allez pas à compter deux fois des forces de pression, une fois sous le nom poussée d'Archimède et une fois sous le nom force de pression. C'est bien la même chose. Hein. C'est juste un raccourci pour calculer la somme de ces forces de pression qu'on présente là. Et donc ce qu'on trouve avec cette deuxième situation, c'est que la poussée d'Archimède, elle compense exactement le poids du volume d'eau immergé. Et c'est top, ça nous donne une formule pour pi. Par le raisonnement que j'ai énoncé, pi, il vaut la même chose ici. Donc on en déduit que la résultante des forces de pression, c'est l'opposé du poids de l'eau qu'on mettrait à la place du volume immergé pour restaurer l'équilibre. Donc, d'une manière générale, pi, ça vaut moins ρ du liquide dans lequel vous baignez, fois votre volume immergé, fois G. Voilà, et ça c'est une formule assez pratique. En particulier, on peut l'utiliser pour calculer, disons, la proportion de l'iceberg qui est sous l'eau. Donc si j'enlève le schéma d'en dessous, ici, j'ai mes deux forces. J'ai la poussée d'Archimède d'une part, et j'ai le poids de l'iceberg. Bon, le poids de l'iceberg, c'est la masse totale de l'iceberg fois G.
Bon, la masse, on sait la calculer à partir de la masse volumique. Donc c'est ρ de la glace fois le volume fois G. Attention, là, le volume, c'est le volume total de l'iceberg, pas seulement la partie qui est sous le niveau de l'eau. Justement, le but de mon calcul, c'est de savoir la proportion du volume qui est sous l'eau et la proportion qui est au-dessus de l'eau. Donc mon but, c'est de calculer V immergé sur V. Bon bah comment je fais? Je suis en méca, je fais un PFD, il n'y a pas 36 solutions. Mon principe d'inertie, il me dit quoi? Bah, il me dit pi, ça compense mg. Pi plus mg, ça vaut 0. Mais pi, je peux le remplacer avec la formule que j'ai trouvée avant. Et m, je peux le remplacer avec ρ glace fois v. Et donc l'égalité au final que j'ai, c'est moins ρ de l'eau fois v immergé, que je vais juste appeler Vim pour pas avoir à réécrire immergé à chaque fois, plus ρ glace fois V, le tout fois G, c'est égal à 0. Donc ça, si on simplifie par les G, on peut en déduire le ratio qui nous intéresse. Ah, on a ρ de l'eau Vim, c'est égal à ρ de la glace fois V. Autrement dit, V immergé sur V, il vaut ρ glace sur ρ de l'eau. En l'occurrence, il se trouve que le ρ de la glace, il vaut 917 kg par mètre cube. Et je vous rappelle que le ρ de l'eau, il faut le connaître, c'est 1000 kg par mètre cube. Et donc au final, on trouve qu'il y a à peu près 0,9, donc 90% de l'iceberg qui est immergé. Et ça, c'est une quantité qui ne dépend pas de la forme de l'iceberg, qui dépend juste de sa masse volumique par rapport à celle de l'eau. Donc c'est assez puissant comme calcul. L'autre remarque qu'on peut faire, c'est que pour que l'iceberg puisse flotter, alors c'est un peu bête à dire, mais il faut qu'il soit plus léger que l'eau, par unité de volume, bah c'est ce qu'on vient de montrer là en fait. La proportion de volume immergé, ça correspond au ratio des masses volumiques, et donc si vous aviez un ratio de masse volumique supérieur à 1, si la glace était plus lourde que l'eau par unité de volume, vous devriez avoir, pour assurer l'équilibre, un volume immergé qui est plus grand que le volume total, donc autrement dit, vous couleriez. Donc on a accessoirement prouvé le fait complètement intuitif dans la vie de tous les jours, mais pas trivial avec des maths, que on peut flotter que si on a une masse volumique plus faible que la masse du liquide dans lequel on est immergé. Ok. Avec ça, je conclue la partie que je vous avais annoncée sur les liquides qui ne bougent pas, sur la statique des fluides. Et maintenant, je vais vous donner un ou des outils pour voir ce qui se passe quand ça bouge. Et je vais commencer par, en gros, faire l'étape de cinématique. Vous savez, quand vous avez un problème mécanique, vous avez tout le temps de la cinématique puis de la dynamique. C'est-à-dire, d'abord, on décrit le mouvement, comment est-ce qu'on quantifie la vitesse, comment est-ce qu'on définit l'accélération, etc. Puis ensuite, on calcule ces quantités à partir des forces avec le PFD. Donc en gros, je vais commencer par décrire un fluide en mouvement. Donc c'est la partie définition, si vous voulez. Bah, d'abord, j'ai évoqué que un fluide, ça pouvait avoir une vitesse. Bon, bah, autant en parler concrètement. La vitesse, dans ce cas-là, ça va devenir un champ. Comme la température, c'est un champ, comme la pression, c'est un champ, comme la masse volumique, c'est un champ. En tout point de votre fluide, vous allez avoir une certaine vitesse moyenne de vos particules. Alors il peut y avoir un peu d'agitation thermique qui font que vos particules individuellement vont pas tout à fait dans la direction du champ de vitesse, mais leur vitesse moyenne, leur vitesse d'ensemble, ce sera le champ de vitesse. Donc
V, ça dépend de X, Y et Z. C'est le champ de vitesse. Et donc par exemple, si je trace le champ de vitesse autour d'une boule dans l'eau, donc vous mettez une boule dans l'eau et vous envoyez un écoulement d'eau autour, bah, c'est quoi la vitesse de vos particules, dans quelle direction elles vont aller? Bah, autour de votre boule, elles vont se séparer pour passer des deux côtés, loin avant, elles arrivent toutes droites. Après votre boule, elles vont se rassembler vers le centre pour repartir tout droit aussi. Oh, c'est relativement raisonnable, hein. Là, j'ai dessiné en chaque point, ou en quelques points en tout cas, la vitesse des fluides, des particules de fluide qui étaient à ce point-là. Bon, c'est un peu lourd comme dessin, donc pour parler plus facilement de ces quantités-là, pour les définir, pour les dessiner surtout plus facilement, on va utiliser ce qu'on appelle des lignes de courant. Donc les lignes de courant, c'est ce qui se passe si je rejoins toutes ces petites vitesses bout à bout, et donc je dessine des traits continus à la place de dessiner des petites flèches de vecteurs. Donc voilà en l'occurrence les lignes de courant autour de l'écoulement autour d'une sphère dans l'eau. Donc on peut mettre des petites flèches quand même pour signifier la direction dans laquelle va l'eau. Ça, c'est une ligne de courant. Une ligne de courant, c'est surtout pertinent quand l'écoulement ne change pas au cours du temps, c'est-à-dire quand il est stationnaire, parce que ça nous donne le trajet des particules. Si vous suivez une petite particule de fluide, bah, vous savez qu'elle va suivre les lignes de courant. Ça, c'est pas vrai quand les lignes de courant changent tout le temps. Par contre, quand elles ne changent pas dans le temps, c'est quand même assez utile comme outil. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse de stationnarité. Nous, on va considérer que des écoulements stationnaires. Un écoulement stationnaire, c'est un écoulement dont les lignes de courant, pardon, changent pas au cours du temps. Alors ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, ça ne veut pas dire que ça bouge pas, on n'est pas en statique, il peut y avoir une vitesse, simplement cette vitesse, elle ne change pas au cours du temps en un point donné. Ça, c'est en particulier pas tout le temps vérifié. Il y a une certaine classe d'écoulements qui sont des écoulements turbulents, et pour lesquels on ne va pas avoir de stationnarité. Donc si vous imaginez votre écoulement autour de la boule, et que vous augmentez la vitesse, derrière la boule, vous allez avoir un sillage compliqué de traînées de tourbillons, etc., qui va pas rester constant au cours du temps, qui va pas rester stable, en particulier autour d'une bougie, dont il y a la photo qui devrait remplacer mon doux visage d'un instant à l'autre. L'écoulement peut devenir turbulent. Alors ce que vous voyez sous les yeux, c'est une bougie à l'horizontale, histoire que ça rentre dans l'écran, et photographiée avec une technique un peu particulière. Mais donc il faut lire l'histoire de gauche à droite. De gauche à droite, c'est la fumée qui monte. On part de la flamme de la bougie et puis on laisse la fumée monter. On voit qu'au début, le conduit de fumée, disons, est tout droit, la fumée est bien gentille, etc. C'est ce qu'on va appeler un écoulement laminaire. Mais à partir d'un moment, il commence à avoir des petits tourbillons, des structures assez compliquées et géométriques, et c'est le bordel, ça change tout le temps en fonction du temps, etc. C'est-à-dire qu'on est passé dans un régime turbulent. Alors le régime turbulent, c'est très compliqué à décrire, hein, c'est même la source d'un certain nombre de questions ouvertes en recherche aujourd'hui. Donc nous, on va se cantonner au régime avant, le régime qui est tout simple, qui est tout gentil, qui est ce qu'on va appeler un régime laminaire, et en particulier dans lequel l'écoulement est stationnaire, change pas au cours du temps. Voilà pour la partie turbulence. Je vais aussi mentionner rapidement un phénomène ici, qui est la viscosité. La viscosité, c'est quand vous avez deux lignes de courant, disons, qui ont des vitesses différentes, les unes à côté des autres, et où qualitativement, les particules de fluide qui les parcourent vont pas à la même vitesse, donc il y en a une qui parcourt la ligne plus vite que celle d'à côté, et donc elles peuvent frotter un peu l'une à l'autre. Ça, c'est des phénomènes un peu compliqués qui peuvent donner lieu à de la dissipation thermique, etc., au même titre que le frottement, et au même titre que le frottement, on va souvent le négliger. Donc nous, on ne travaillera qu'avec des fluides qu'on appelle des fluides parfaits, pour lesquels on néglige la viscosité. Attention, fluide parfait, ça ne veut pas dire gaz parfait. Hein, les deux mots coexistent et veulent dire des trucs complètement différents, c'est un peu dommage. Mais fluide parfait, c'est un fluide dont on néglige la viscosité. Voilà pour le vocabulaire. Là, on a à peu près toutes
toutes les bases qu'il nous faut et on peut commencer à écrire des équations sur les fluides en mouvement. La première chose, ça va être un peu comme dans la presse hydraulique, d'exprimer la conservation du volume. C'est-à-dire le fait qu'on n'a pas de masse de fluide qui apparaît à partir de nulle part ou qui disparaît, que c'est tout le temps la même masse qui traverse au cours du temps. Encore une fois, ça, on ne sait pas trop bien où la placer dans notre tête, cette équation, parce qu'on n'a pas d'équivalent pour la mécanique normale, mais il faut se dire que c'est complètement évident pour une balle. Encore une fois, une balle, d'accord, si on la suit avec ses coordonnées, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas être créée. C'est quelque chose qu'il faut exprimer quand on travaille avec les fluides. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est la conservation du débit. La conservation du débit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez un tuyau, tout ce qui entre dans le tuyau sort du tuyau. Et vu qu'on est stationnaire, on sait qu'il n'y a pas d'accumulation de masse dans notre tuyau autour du temps, donc on peut même dire un truc plus simple, on peut dire, si pendant un certain temps, vous avez 1 kg qui entre dans le tuyau, pendant le même temps, vous avez 1 kg qui sort du tuyau. Donc c'est ce qu'on va essayer de quantifier, mais l'idée n'est pas plus compliquée que ça. On va dessiner notre tuyau, et on va dire, on a une certaine vitesse à l'entrée. On a une certaine vitesse V1. On a une certaine vitesse à la sortie, qui est la vitesse V2. Et puis, on va imaginer que notre tuyau, il peut changer de forme dans l'espace. Il peut devenir plus grand, par exemple, ou plus petit. Donc, disons que sa surface augmente, comme ça. Donc, on va avoir une certaine surface S1 à l'entrée et une certaine surface S2 à la sortie. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut écrire une relation entre V1 et V2 en fonction des surfaces? La réponse est oui. Et l'idée physique derrière ça, c'est de dire ce que j'ai dit, c'est de dire la conservation du débit. Si je regarde pendant un certain temps delta T, tout ce qui entre dans le tuyau, dans le conduit pendant ce temps-là, c'est égal à tout ce qui sort. Donc pendant delta T, la question c'est combien de liquide entre dans le tuyau. On peut faire un petit dessin entre l'instant t et l'instant t plus delta t. Ça c'est AT, et ça c'est t plus delta t. Entre les deux, le fluide il a avancé d'une certaine distance, et cette distance c'est delta x, disons c'est v delta t. Donc je vais écrire la bordure du fluide qui était à l'entrée du tuyau maintenant, elle a avancé de delta x qui vaut v delta t. Ça veut dire que tout cet espace-là, il était hors du tuyau avant delta t. À l'instant t, il était hors du tuyau. Et donc son volume, c'est exactement le volume de fluide qui est entré pendant delta t. Ce volume-là, c'est un cylindre. On vient de calculer sa hauteur, on connaît sa base qui vaut S1, on a juste à faire le produit des deux pour avoir le volume. Donc le volume entré, c'est S1 fois V1 fois delta T. Pardon, ici la vitesse c'était V1. Ce volume entré, je sais que c'est le même que le volume sorti. Donc je peux écrire c'est S2 V2 fois delta T. Autrement dit, si je simplifie par delta T, j'ai S1 V1 égale S2 V2. Ça, c'est la conservation du débit volumique. Ça me permet aussi de définir ce que j'ai appelé le débit volumique. Le débit volumique, c'est le volume qui est entré par unité de temps.
Donc je vais définir dV dV, c'est le volume qui est entré sur delta T. Et ça vaut le produit de la surface, la section de votre conduit, fois la vitesse du fluide dedans. On peut définir autre chose, qui est le débit massique. Qui vaut dm, et qui vaut la masse qui est rentrée dans l'instant dt. Donc disons m sur delta t. Ça, on voit que c'est la masse volumique fois ρ sur delta t. Donc c'est la masse volumique fois le débit massique. Fois le débit volumique, pardon. Donc, autrement dit, c'est ρ SD. Ici, on a considéré implicitement de l'eau, donc un liquide, en particulier un liquide incompressible. Donc sa masse volumique, elle ne change jamais. Donc quand vous avez un liquide qui ne change jamais, il n'y a pas beaucoup de différence entre le débit massique et le débit volumique. En revanche, si vous avez un fluide, si vous avez quelque chose qui peut être dilaté, qui peut être comprimé, là il va y avoir une différence, et ce qu'il faut bien faire attention à compter, c'est pas le volume qui entre et le volume qui sort, mais c'est la masse qui entre et la masse qui sort. Donc le principe plus fondamental que la conservation du débit volumique, c'est la conservation du débit massique, qui est valide aussi pour de l'air, c'est-à-dire pour des liquides compressibles ou dilatables, et ça exprime que ρ1 S1 V1 égale ρ2 S2 V2. En particulier, on peut y réfléchir vu le schéma ici. Qu'est-ce que ça donne si on a de l'eau dans ce conduit-là? Bah, l'eau, on sait que sa masse volumique, c'est une constante. Donc la conservation du débit massique, elle se ramène à la conservation du débit volumique. Et on a dessiné le schéma avec une surface plus grande. Donc ça donne une vitesse plus faible. Si vous donnez plus de place à votre fluide pour se déplacer, il va ralentir. Bon, c'est comme ça. J'espère que je vous ai convaincu que c'est vrai. La dernière chose que je vais dire sur la conservation du débit, c'est dans le cas où notre tuyau, il se scinde en plusieurs tuyaux. Hein, donc si j'ai une entrée, par exemple, mais que j'ai deux sorties. Donc mon entrée, elle a une surface S1, et il y a une vitesse S1 en entrée, et après mes sorties, j'ai S2 avec une vitesse V2, et S3 avec une vitesse V3. Et bien là, en faisant le même bilan de masse, la façon dont va s'exprimer la conservation des débits volumiques, c'est en écrivant que tout ce qui entre, donc S1 V1, c'est tout ce qui sort, donc S2 V2, plus S3 V3. Alors donc il faut vraiment avoir un peu de flexibilité sur cette équation-là, il faut vraiment la lire comme elle est. Il faut dire tout ce qui entre, c'est tout ce qui sort. Si vous avez plusieurs conduits de sortie, ça donne ça. Si vous avez plusieurs conduits d'entrée, il faudra mettre plus de termes de ce côté-là de l'équation. Avec un peu d'aisance, il faut vraiment essayer de l'écrire comme on l'a dit. De dire la phrase, disons, et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire au niveau des équations. Voilà tout sur la conservation du débit. C'est quand même intéressant, ça nous rapproche un peu de notre but final de comprendre la manip du début, parce que dans la tuyère qu'on avait au début, la section changeait. Donc la vitesse changeait. On sait comment bouge la section, donc on sait comment on change la vitesse. Le seul truc qui nous manque, c'est de savoir comment change la pression. Et ça va être donné par un théorème, qui est le théorème de Bernoulli, et le dernier ingrédient théorique qu'on va voir aujourd'hui. Le théorème de Bernoulli, ça répond à la question, c'est quoi l'équivalent de la loi de l'hydrostatique pour des fluides qui bougent? Comment je calcule la pression en fonction de l'espace? Alors là, pour le coup, lui, on ne va pas le prouver. Parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. L'idée derrière, en deux mots, c'est un bilan d'énergie. Si vous dites, je considère une particule de fluide qui se balade le long des lignes de champ, et je regarde les forces qui s'appliquent dessus. Alors j'ai la pesanteur d'une part. La pesanteur, c'est facile, c'est une force conservative. Donc si on veut faire un bilan d'énergie, on peut la compter comme une énergie potentielle.
par ailleurs, je compte la différence d'énergie cinétique. Ce qui me manque, c'est le travail des forces de pression. Et c'est pas tout à fait facile à calculer, c'est pour ça que je fais pas le calcul. Mais l'idée, c'est de calculer le travail des forces de pression sur notre particule de fluide le long de son évolution dans la ligne de courant. Et le résultat, c'est le suivant. Le résultat, c'est que si vous avez une ligne de courant qui passe entre les points A et B, donc le long d'une ligne de courant, vous avez que 1 demi rho VA carré plus rho G ZA plus PA égale 1 demi rho VB carré plus rho G ZB plus PB. J'espère que les notations sont suffisamment claires. VA, c'est la vitesse en A. ZA, c'est l'altitude du point A. Et PA, c'est la pression en A. Et la même chose en B. Ça, c'est l'énoncé du théorème de Bernoulli. Il faut le connaître. C'est essentiellement le seul outil que vous avez pour calculer la pression dans des fluides en mouvement. Alors, il a quelques hypothèses, mais c'est des hypothèses assez laxes, et on va pouvoir l'utiliser en pratique quand on en a besoin. Les hypothèses, on peut les résumer par un acronyme. C'est les hypothèses SHIP. La première, c'est un écoulement stationnaire. Alors ça, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire si on a un écoulement stationnaire, ça marchera pas. Enfin, pardon, si on a un écoulement pas stationnaire, ça marchera pas. Mais on n'a pas d'autres outils, donc si on est bien obligé d'écrire quelque chose, on peut toujours tenter d'écrire Bernoulli, même si il y a peu de chances que ça marche. Donc ça, c'est l'hypothèse la plus contraignante en pratique. Les hypothèses H et I, c'est homogène et incompressible. Ça veut dire que votre fluide, c'est le même partout, et vous ne pouvez pas le comprimer. Alors ça, c'est un peu plus facile à détourner comme hypothèse. Donc incompressible, ça veut dire que ça marche pour tous les liquides, mais si vous avez un gaz, comment vous faites? Vous appliquez Bernoulli quand même, ne vous embêtez pas. Pourquoi est-ce que ça marche physiquement? C'est que si vous avez un gaz qui ne va pas trop vite, sa masse volumique ne va pas trop changer avec l'espace. La vitesse de référence, c'est la vitesse du son. Si vous avez un gaz qui va à une vitesse qui est comparable à la vitesse du son, alors là c'est mort. Vous allez avoir des phénomènes acoustiques un peu compliqués qui vont se passer dans votre gaz. Il va pouvoir être comprimé, dilaté, en fait comme une onde sonore lui-même. Par contre, si vous avez un gaz dont la vitesse est bien plus faible que la vitesse du son, c'est assez raisonnable de supposer qu'il ne va pas être comprimé, qu'il ne va pas être dilaté, et donc on peut lui appliquer Bernoulli. La dernière hypothèse, c'est le P. C'est-à-dire qu'on a un fluide parfait. Donc je rappelle que c'est dans le sens pas de viscosité, donc on n'a pas de perte énergétique, en gros, par frottement le long de notre transport. Pareil, c'est pas très contraignant. Si jamais vous avez des pertes, vous les négligez, et puis voilà. Donc, vous savez pas comment faire autrement, tout même. Donc il y a un moment, faut bien écrire quelque chose. Les deux hypothèses du coup qui restent un peu importantes, c'est l'hypothèse de stationnarité, et surtout, le fait que les deux points A et B sont reliés par une ligne de courant. Si vous prenez deux points A et B quelconques dans votre fluide, il n'y a rien qui vous indique que Bernoulli est vrai. Par contre, le long d'une ligne de courant, vous avez cette égalité. Bon, on va essayer de l'unpack un peu, cette égalité, il y a beaucoup de termes dedans. On va prendre les termes un par un. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe quand on a un changement d'altitude et de pression, mais que la vitesse reste constante. Je vais effacer les hypothèses. Si V est constante. V constante, ça correspond par exemple à un tuyau dont la taille est constante. À la conservation du débit, on a vu que ça nous donnait SV égale constante. Donc si vous avez une section constante, vous avez une vitesse constante aussi. Donc c'est un cas d'application par exemple. À ce moment-là, ce que vous retrouvez, c'est ρ GZA plus PA égale ρ GZB plus PB. Autrement dit, en réarrangeant les termes, on a PB moins PA égale ρ G ZA moins ZB. Ça généralise le principe fondamental de l'hydrostatique. Donc dans toutes les conditions où vous avez une vitesse nulle, une vitesse constante, en particulier quand vous avez une vitesse nulle, vous pouvez appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique.
Donc ça, c'est le cas d'application le plus simple. Un autre cas qui n'est pas trop compliqué, c'est si la pression est constante. Si vous avez la pression constante, ce que ça vous donne, c'est 1 demi-rho VA carré plus rho G ZA égale 1 demi-rho VB carré plus rho G ZB. Mais ça, c'est ce que vous auriez eu si vous avez appliqué le théorème de l'énergie mécanique sur une particule de fluide sans vous soucier de la pression. Hein, vous avez l'énergie cinétique de votre particule par unité de volume, vous avez son énergie potentielle par unité de volume. Bon, bah voilà, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper le plus si vous savez que la pression est constante et que vous pouvez, disons, pas vous préoccuper de son travail d'après Bernoulli. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous avez un jet d'eau, typiquement, bah, un jet d'eau, ça a grosso modo une pression constante. Si vous avez, je dessine un tuyau d'arrosage là, voilà, qui tire un jet d'eau comme ça en parabole. Ça, c'est mon tuyau. Ce jet d'eau, il est assez fin en fait. La pression, c'est globalement égal à la pression environnante. Et donc la conclusion, c'est si vous voulez prédire par exemple la forme du jet d'eau créé par un tuyau d'arrosage ou par n'importe quel autre système, vous pouvez faire de la mécanique du point. C'est un problème de chute libre. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de votre fluide comme un truc un peu compliqué, comme un champ avec des pressions différentes, etc. Vous pouvez juste appliquer votre principe fondamental de la dynamique à chaque particule individuellement, comme si elle n'interagissait pas avec les autres particules de fluide à côté. En particulier, le trajet du fluide qui sort d'un tuyau d'arrosage, ce sera une parabole. Bon, bah, le dernier cas, j'ai fait le cas où la vitesse est constante, j'ai fait le cas où la pression est constante. Le dernier cas, c'est celui où l'altitude, la coordonnée verticale est constante. Et ben ça correspond à la manip qu'on a fait tout à l'heure. Ça correspond au cas d'une tuyère dont la surface varie au cours de la position, mais dont l'altitude globalement reste la même. Et donc dans cette tuyère, on envoie un fluide qui a une vitesse V1. Originellement, il va avoir une vitesse V2 à l'intérieur, et après une vitesse V3 à la sortie, disons. Par ailleurs, on connaît les surfaces de ces différents endroits. C'est-à-dire qu'on a une surface S1, S2, et puis qu'on va retrouver la même surface S1 à la sortie. Et la question c'est, ça vaut quoi la pression tout au long de ce système-là? Ici on va avoir P1, P2 et P3. Comment est-ce qu'on calcule P2 et P3 en fonction de P1 par exemple? Bah, la réponse ça va être qu'on va appliquer Bernoulli, vu que c'est la seule manière qu'on a de calculer les pressions. Mais c'est pas compliqué, on n'a pas 36 théorèmes, il faut appliquer Bernoulli. Bernoulli, j'ai dit, l'altitude est constante, donc on écrit simplement 1 demi-rho V1 carré plus P1, c'est égal à 1 demi-rho V2 carré plus P2, c'est égal à 1 demi-rho V3 carré plus P3. Parce que tous ces points-là, ils sont sur la même ligne de champ. Si je trace la ligne de champ, c'est juste la ligne qui est au milieu, et qui est une droite. Ça correspond au parcours du fluide en ligne droite à travers la tuyère. Alors ça, c'est pas tout à fait suffisant pour terminer. Il faut aussi invoquer la conservation du débit. Comme je l'ai dit, c'est tout le temps une composante de ces problèmes-là. La conservation du débit, ça donne S1 V1 égale, enfin V1 S1 égale V2 S2 égale V3 S3. Ça, je vous dis, c'est nécessaire, et c'est le cas ici parce que la masse volumique de l'eau est constante au cours du parcours. Et donc on peut un peu comprendre les variations de pression qui va se passer là-dedans. D'abord, vous avez une grande surface. Ensuite, votre surface diminue. Vous avez S2 qui est inférieur à S1. Ce que ça va donner par conservation du volume, c'est une accélération. C'est-à-dire V2 supérieur à V1. Et ce que ça va donner par Bernoulli, c'est si vous augmentez la vitesse, vous devez baisser la pression, parce que la somme de la vitesse au carré plus la pression doit rester constante. Donc si vous avez une plus grande vitesse, vous avez une pression plus faible. Alors c'est une conclusion un peu contre-intuitive, mais c'est vrai. Quand la pression diminue, enfin pardon, quand la section du tuyau diminue, la pression diminue aussi. C'est-à-dire que même si vous avez, disons, plus de
Enfin, vous avez l'impression de comprimer votre eau, c'est pas le cas, vous la comprimez pas, je vous ai dit, c'est masse volumique est constante. Donc votre intuition qui vous dirait, j'essaie de cramer plus d'eau dans un volume plus petit, donc elle va pousser plus fort, la pression devrait augmenter, ça c'est pas vrai. L'eau, elle a une masse volumique constante, elle va pas appuyer plus si elle est réduite dans un volume plus faible, c'est juste qu'elle va devoir accélérer. Et vu qu'elle accélère, en contrepartie, sa pression doit baisser. Et ça, c'est ce qu'on voit sur notre manip. Pour revenir à la manip, finalement, je vais juste rajouter les ingrédients qu'il y a en plus, qui sont tous les petits tubes en bas. Je vous rappelle, hein, tout le long de cette tuyère-là, on avait des petits tubes en U comme ça, avec de l'eau dedans, et on voyait les niveaux d'eau changer en fonction de l'endroit. Donc en l'occurrence, au milieu, vous aviez un niveau d'eau bien plus élevé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je vous rappelle, du calcul qu'on a fait tout à l'heure, ce niveau d'eau, la différence H ici, elle est reliée à la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Alors vous aviez delta P qui est rho GH. Parce que cette eau-là, elle est à l'équilibre. On peut lui appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique. Une fois qu'elle s'est stabilisée, elle ne bouge plus, elle est en statique. Et donc on va pouvoir utiliser les différences de hauteur H pour lire la pression le long du tube et vérifier notre théorème de Bernoulli. Alors juste avant, je vous donne le nom de cet effet. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Et c'est assez important dans un certain nombre d'applications. Hein. Ces petits tubes-là, le principe d'avoir un tube en U pour mesurer une différence de pression, en particulier mesurer une différence de pression due à la vitesse du fluide qui passe, c'est globalement le principe d'un tube de Pitot. Il y aura un exercice qui vous le refait. Mais c'est très utilisé en aviation, par exemple. Alors aujourd'hui un peu moins, mais historiquement, beaucoup d'avions, y compris des avions commerciaux récents, hein, étaient équipés de tubes Pitot pour mesurer la pression aux différents points de l'avion et donc en déduire la vitesse de l'avion par Bernoulli. Donc armé de ces connaissances-là, on va revenir à la manip. Je vous donne les trucs à regarder sur la manip. Vous savez qu'au début, la vitesse est plutôt faible, ensuite qu'elle va accélérer au milieu, donc la pression est plutôt forte au début, et plutôt faible au milieu de la tuyère. Donc au niveau des tubes, vous devez voir que ça pousse pas mal ici et que ça tire pas mal ici. Donc autrement dit, proche du milieu, les niveaux d'eau vont remonter vers le tube, mais vont baisser loin du milieu. Alors en pratique, ce qui est le plus flagrant, c'est au milieu. On voit bien que l'eau est vraiment aspirée ici, et la pression est plus faible que la pression atmosphérique au milieu de la tuyère. Donc, bon, je vais vous recouper le son, parce que c'est quand même une torture, mais on va repasser à la manip pour revoir ça et se convaincre que Bernoulli, c'est vrai. Pour que vous ayez une petite idée, ça fait ce bruit-là. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de bruit. Oh, c'était une torture. Hein. Bon bah voilà pour le cours d'hydro. On a vu essentiellement tout ce qu'il y avait à voir. Posez des questions si vous en avez. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut essayer de garder le plus possible votre intuition mécanique et vos réflexes mécaniques. Que en plus, il y a la conservation du débit qui est tout le temps là, quelque part, un moment qui n'est pas forcément évidente à émerger. Il n'y a pas de secret. Hein. L'astuce, c'est de faire des exos. On vous enverra une belle fiche d'exos avec plein d'exos. Il y en a beaucoup trop pour que vous espériez tous les faire. Hein. L'idée, c'est de vous balader et de piocher ceux qui vous attirent, qui vous semblent intéressants. Il devrait y avoir des corrections pour la plupart aussi, mais n'hésitez pas à demander sur le Discord s'il y a un exo dont il n'y a pas de correction, une correction pas suffisante. Voilà, je vous rappelle aussi que, comme au début, hein, si jamais vous voulez vous inscrire au test de présélection parce que ça vous amuse et que vous avez envie de peut-être faire la semaine expérimentale, il y a des liens dans le Discord et en particulier un petit frama pour qu'on vous inscrive tout seul.
si vous n'avez pas de centre dans votre lycée. Voilà, voilà. J'attends peut-être 10 secondes de plus s'il y a des questions, et puis on va pouvoir y aller. J'espère que le tableau était plus lisible que d'autres fois avant. On essaye de faire évoluer le setup pour que ce soit un peu plus clair. Alors, on a une question. J'ai pas suivi, c'est quoi un écoulement homogène? Un écoulement homogène, ça se réfère aux propriétés du volume du style la densité de l'eau, par exemple, la densité du liquide. La question, c'est est-ce que vous avez un liquide qui a une densité différente en fonction de l'espace? Par exemple, si vous avez de l'air, ça se comprime, et donc ça peut avoir une densité supérieure à la fin qu'au début de votre écoulement. Hein, si vous avez une cuillère qui se referme, l'air il va se faire comprimer, il va se faire pousser par la cuillère, et donc il va avoir une densité plus grande. Ça c'est pas homogène, parce que les propriétés physiques de votre système dépendent de l'espace. Un système homogène, c'est un système dont toutes les propriétés intensives, du style la masse volumique, la température, etc., dépendent pas de l'espace, en particulier la composition. Si vous avez deux fluides, si vous avez un mélange, qu'au début il y a plutôt je sais pas, de l'huile et à la fin il y a plutôt de l'eau, bah ça c'est pas homogène. La composition change en fonction de l'espace. Donc homogène c'est quand les propriétés, style masse volumique concrètement, changent pas en fonction de l'espace. J'espère que ça répond. Merci. Top. Bah, on va pouvoir y aller du coup. Bah, bonne semaine, et la semaine prochaine c'est la mécanique céleste. Donc on fait les planètes, tous les trucs comme ça, c'est sympa. Voilà, voilà. À plus.